On va voir notre deuxième cours aujourd'hui de biochimie toujours, qui est la signalisation cellulaire. La signalisation cellulaire, on va entrer directement dans le sujet. On va voir aujourd'hui, vous savez très bien que les cellules doivent être en interaction pour pouvoir contrôler leur métabolisme. Tout ça, vous le savez, donc pas de préambule. Directement, on va voir quels sont les récepteurs cellulaires, quels sont les hormones qui vont interagir avec ces récepteurs, quel est l'effet de la fixation de l'hormone sur son récepteur. Toute molécule qui peut se fixer sur un récepteur est appelée ligand. Toute molécule qui a la capacité de se fixer sur un récepteur s'appelle ligand. Je peux avoir un ligand qui se fixe sur un récepteur membranaire. Je peux avoir un ligand qui se fixe sur un site actif d'une enzyme. Je peux avoir un ligand qui se fixe sur un récepteur canal pour s'ouvrir. Donc un ligand, c'est quoi? C'est une molécule qui se fixe à un récepteur. J'ai deux types de récepteurs dans chaque cellule. La cellule comprend deux types de récepteurs. Des récepteurs membranaires et des récepteurs intracellulaires. Des récepteurs membranaires et des récepteurs intracellulaires. Les récepteurs membranaires sont exprimés à la surface de la membrane. Les récepteurs membranaires sont exprimés à la surface de la membrane. Ils vont reconnaître les hormones hydrophiles. Ils vont fixer les hormones hydrophiles, c'est-à-dire les hormones qui n'ont pas la capacité de traverser la membrane plasmique pour retrouver le récepteur à l'intérieur de la cellule. C'est des récepteurs membranaires parce que les hormones ne peuvent pas entrer à l'intérieur de la cellule. C'est des hormones hydrophiles. C'est des hormones hydrophiles. Et les hormones hydrophiles sont généralement protéiques. Elles sont généralement protéiques. Elles portent des acides aminés. Et les acides aminés portent des chaînes latérales qui sont chargées. C'est ce qui empêche cette molécule de traverser la membrane. Dès qu'elle arrive à la membrane, elle bute contre le glycocalyx qui est chargé négativement et elle ne peut pas entrer. Elle ne peut pas entrer, elle ne peut pas traverser la membrane, elle ne peut pas traverser la barrière lipidique. Le deuxième type d'hormones, ce sont les hormones lipophiles qui peuvent traverser la membrane pour retrouver le récepteur soit au niveau du cytosol, soit à l'intérieur du noyau. Première information. Aujourd'hui, on va voir deux types de récepteurs, des récepteurs membranaires et des récepteurs intracellulaires. Mais au niveau des récepteurs intracellulaires, il faut savoir aussi qu'il y a deux types de récepteurs. Des récepteurs cytoplasmiques et des récepteurs nucléaires. J'ai des récepteurs cytoplasmiques et des récepteurs nucléaires. J'ai des récepteurs cytoplasmiques et des récepteurs nucléaires. Quand le récepteur est cytoplasmique, l'hormone entre à l'intérieur de la cellule, elle va rencontrer son récepteur à l'intérieur du cytoplasme, elle va former ce que j'appelle un complexe hormone-récepteur, et le complexe hormone-récepteur va entrer à l'intérieur du noyau pour modifier la réponse nucléaire. Des fois, non. L'hormone entre à l'intérieur de la cellule. Quand elle se retrouve au niveau du cytoplasme, elle va entrer aussi à l'intérieur du noyau pour retrouver son récepteur à l'intérieur du noyau. À l'intérieur du noyau pour former le complexe hormone-récepteur dans le noyau pour induire une réponse. On dit que les hormones hydrophiles qui vont se fixer sur un récepteur membranaire modifient le fonctionnement de protéines préexistantes. Elles ne vont pas provoquer la transcription de gènes ou la traduction de nouvelles protéines. Elles vont modifier le fonctionnement de protéines intracellulaires préexistantes. C'est-à-dire que ma cellule, elle est déjà prête, ma cellule, elle est là. Ma cellule, elle est là. Voici ma cellule, et ma cellule comprend des récepteurs membranaires. Elle possède aussi un noyau. Elle possède aussi un noyau. Et une fois l'hormone vient et se fixe sur son récepteur, elle va modifier le fonctionnement de protéines qui sont préformées, qui ont été formées il y a longtemps. Donc elle va réaliser ce que j'appelle des réactions de phosphorylation et de déphosphorylation. La phosphorylation ou la déphosphorylation de ces protéines va les activer ou les inhiber. Donc elle va changer leur comportement. Le changement de comportement de ces protéines va les inhiber ou les activer. Et je dis que l'hormone qui se fixe sur un récepteur membranaire, va changer le comportement de protéines préexistantes. Alors que l'hormone qui entre à l'intérieur du cytoplasme pour rencontrer son récepteur soit dans le cytoplasme, soit dans le noyau, mais dans les deux situations, le complexe hormone-récepteur se retrouve à l'intérieur du noyau, soit le complexe hormone-récepteur se forme dans le cytoplasme
et il est transporté vers le noyau, soit il est directement formé à l'intérieur du noyau. Dans les deux situations, le complexe hormone-récepteur va stimuler la transcription des gènes, ce qui va me donner naissance à un ARNM. L'ARNM va subir une maturation, un épissage alternatif, un capping, une polyadénylation pour devenir mature. Une fois l'ARNM est mature, il va sortir vers le cytoplasme et au niveau du cytoplasme, il va subir la traduction pour synthétiser de nouvelles protéines. Ces complexes hormones récepteurs, ils peuvent aussi se fixer sur l'ADN pour inhiber la transcription. Donc, l'effet général de mes hormones. Soit ce sont des hormones hydrophiles qui se fixent sur des récepteurs membranaires qui vont changer le comportement de protéines intracellulaires préexistantes, soit c'est des hormones qui vont entrer à l'intérieur des cellules pour former un complexe récepteur soit dans le cytoplasme, soit à l'intérieur du noyau, pour que ce complexe hormone-récepteur change la quantité des protéines. Il va changer la quantité et non pas le fonctionnement. Soit il va augmenter la quantité des protéines, soit il va la diminuer en inhibant leur transcription. Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, les hydrophiles changent le comportement de protéines préexistantes. D'accord. Et les lipophiles vont changer la quantité de protéines. Il faut savoir que cette règle a des exceptions. Cette règle, comme toutes les règles, ont des exceptions qui font de la règle une règle. D'accord? Très bien. Donc, la fixation d'une hormone sur un récepteur membranaire, elle peut induire la transcription de gènes. C'est ce qu'on va voir. Très bien. On va commencer par les récepteurs nucléaires. C'est beaucoup plus facile. D'accord? Très bien. Deux principaux types d'hormones, les hormones hydrophiles et les hormones lipophiles, blablabla. Tout cela, on vient de le citer, les caractéristiques de chaque type d'hormone. On avance. Les hormones lipophiles ont la caractéristique ou ont la capacité d'avoir des récepteurs principalement nucléaires. Résultat de l'interaction, c'est la transcription de gènes spécifiques. C'est ce que je viens de dire. On avance. Les récepteurs des hormones sont classés en trois types. Attention, classe. On a commencé les hormones lipophiles. On est en train de voir les hormones qui vont rentrer à l'intérieur de la cellule. On va voir les hormones qui vont rentrer à l'intérieur de la cellule. Il y a trois groupes de récepteurs. Les récepteurs NR3, les récepteurs NR3, les récepteurs NR2 et les récepteurs NR1. Les récepteurs NR3, ce sont les plus fréquentes et les plus importantes. Les récepteurs NR3, ce sont les récepteurs des hormones les plus fréquentes et les plus... si je parle des récepteurs, c'est masculin. Ce sont les récepteurs les plus fréquents. Très bien. Et ils comprennent tous les récepteurs des hormones stéroïdiennes. Ils vont comprendre tous les récepteurs des hormones stéroïdiennes. Les récepteurs NR1, ce sont des récepteurs des hormones thyroïdiennes. On vous dit qu'il en existe deux, TR-alpha et TR-bêta, la vitamine D et l'acide rétinoïque. Pour le troisième groupe, ce sont des récepteurs associés à l'acide rétinoïque. S'il vous plaît, on commence par les récepteurs NR3. S'il vous plaît, les récepteurs NR3. Les récepteurs NR3, on va étudier surtout les récepteurs des hormones stéroïdes. Les récepteurs NR3, ce sont surtout les récepteurs des hormones stéroïdes. Ces récepteurs vont former un complexe hormone-récepteur avec des hormones thyroïdiennes, avec des hormones stéroïdiennes. Quelles sont les hormones stéroïdiennes, s'il vous plaît? Ce sont les oestrogènes, la progestérone, l'aldostérone, les minéralocorticoïdes, et les androgènes sexuels. D'accord? Donc les hormones sexuelles, l'oestrogène, la progestérone, les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes, les androgènes masculins. Tout ça, c'est des stéroïdes. Les stéroïdes ont des récepteurs de type NR3. Le deuxième groupe, ce sont les récepteurs des hormones thyroïdiennes de la vitamine D et de la vitamine A. S'il vous plaît, les hormones thyroïdiennes, c'est des peptides ou bien des stéroïdes? C'est des peptides. Pourquoi ils ont des récepteurs nucléaires? C'est là. Ce n'est pas une exception. Oui, acide aminé B? Oui. Et alors? Les hormones thyroïdiennes sont formées à partir de la tyrosine,
qui est un acide aminé hydrophobe, qui est un acide aminé qui comprend une chaîne et un cycle aromatique. PTT, phénylalanine, tyrosine, tryptophane. Ils ont des chaînes hydrophobes. Ce sont des hormones lipophiles. Ce sont des hormones lipophiles. Elles sont peptidiques, mais elles sont lipophiles parce qu'elles sont constituées de cycles aromatiques. Elles sont constituées de cycles aromatiques hydrophobes et lipophiles. Elles sont constituées de chaînes de cycles aromatiques qui sont lipophiles. C'est pour cela que les hormones thyroïdiennes, malgré le fait qu'elles soient peptidiques, elles sont lipophiles, elles vont entrer à l'intérieur de la cellule. D'accord? Très bien. Les vitamines A et la vitamine D. La vitamine A, c'est l'acide rétinoïque. La vitamine D, c'est la vitamine D. La vitamine D, quelle est sa structure? Elle est formée à partir de quoi? Excellent. Donc on peut la considérer comme une hormone stéroïdienne. C'est une aussi petite exception. D'ailleurs, les biochimistes, il y a une différence entre les écoles. Certains considèrent la vitamine D comme une 6e hormone thyroïdienne, d'autres non. D'accord? Justement pour cette raison, je crois. D'accord? Donc la vitamine D peut être considérée comme une hormone stéroïde parce que son précurseur, c'est le fameux cholécolciférol. Cholécolciférol qui est synthétisé à partir du noyau stérane, le cyclopentano-péridrophénanthène. D'accord? Il est synthétisé à partir de ce noyau qui est commun à toutes les hormones stéroïdiennes. Et toutes les hormones stéroïdiennes se rassemblent. Pourquoi? Parce qu'il y a le fameux principe de filiation. J'ai une molécule, j'ai la prégnénolone. À partir de la prégnénolone, je peux synthétiser la progestérone. À partir de la progestérone, je peux synthétiser toutes les hormones stéroïdes, la voie des glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes peuvent me donner des minéralocorticoïdes en bas, les fameuses enzymes, la 17-bêta-HSD, la 21-hydroxylase. Kamel, vous devez les connaître, oui, parce qu'un bloc va me donner une pathologie. Donc, le principe, je l'appelle le principe de filiation, qui me permet à partir d'une seule molécule de synthétiser toutes les hormones. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la répartition enzymatique différente dans les différents tissus. La couche fasciculée de la cortico-surrénale ne contient pas les mêmes enzymes que la couche réticulée ou la couche glomérulée. Et c'est pour cela que la couche glomérulée peut synthétiser certaines enzymes et certaines hormones, et que la couche réticulée peut en synthétiser d'autres. Ce n'est pas important. On est en train de voir les récepteurs nucléaires. J'ai 3 types de récepteurs nucléaires. Les NR3, NR1, NR2. NR3, NR2, NR1 et NR2. NR3, ce sont les récepteurs des hormones stéroïdiennes. NR1, ce sont les récepteurs des hormones thyroïdiennes plus vitamine D et vitamine A. Les NR2, ce sont des récepteurs accessoires, pas du tout importants, de l'acide rétinoïque, de la vitamine A aussi. Très bien. Les vitamines, pourquoi j'ai cité la vitamine A et la vitamine D avec les hormones lipophiles? Parce que j'ai 2 types d'hormones, j'ai 2 types de vitamines, les vitamines lipophiles et les vitamines hydrophiles. Quelles sont les hormones les vitamines lipophiles? Il y en a 4. A, D, E, K. A, D, E, K. Les vitamines A, D, E, K sont lipophiles. C'est pour cela que les récepteurs de ces vitamines sont intracellulaires. D'accord? C'est clair? Très bien, très bien. Vous aurez pu me dire pourquoi on n'a pas cité par ordre les récepteurs. Pourquoi je n'ai pas dit NR1, NR2, NR3? Je les ai cités par ordre d'importance et de fréquence. Donc les NR3 sont les plus importants, j'ai commencé par eux. Les moins importants, les un peu moins importants, ce sont les NR1, puis on fait les NR2. D'accord? Très bien. On continue. La structure générale de mon récepteur. La structure générale, elle n'est pas très importante. Donc, on va voir la structure spécifique de mes récepteurs des hormones stéroïdiennes, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, les récepteurs des hormones lipophiles ont 3 régions. Ils possèdent 3 régions. Ils sont situés où, ces récepteurs? S'il vous plaît, ils sont situés où? Intracellulaire. Soit à l'intérieur du noyau, soit dans le cytoplasme. Soit dans le cytoplasme, soit à l'intérieur du noyau. Soit dans le cytoplasme, soit à l'intérieur du noyau. Soit dans le cytoplasme, soit à l'intérieur du noyau. Donc voici mon récepteur. Il comprend 3 régions. D'accord? Une région N-terminale, une région C-terminale et une région centrale. D'accord? Ça. La région N-terminale est un site d'activation de la transcription. C'est-à-dire que c'est ce fixe qui va activer la transcription de l'ADN. C'est ce site qui est responsable de l'activation. Vous connaissez Zeus? C'est qui?
Mythologie Grec. C'est le dieu des dieux et déesses, c'est le dieu de la foule. On continue notre cours. Donc il va stimuler la transcription. Région centrale, responsable de la liaison à l'ADN, c'est cette région qui est responsable de la fixation du complexe, la préfixation de l'hormone. Attention. C'est l'hormone. Je connais un, c'est l'hormone. D'accord. Donc, fixation de l'hormone sur son récepteur, le complexe hormone-récepteur va se fixer sur l'ADN. La région de fixation du complexe sur le récepteur est située dans la région centrale. Très bien. La région C-terminale est responsable de la fixation du ligand. Là, j'ai mal dessiné, pas bien dessiné, que l'hormone se fixe. Là, l'extrémité C-terminale. L'hormone se fixe ici, dans la région C-terminale. L'hormone se fixe dans la région C-terminale. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Donc, je suis en train de parler des récepteurs. Je suis en train de parler de mes récepteurs nucléaires. Des récepteurs qui peuvent être situés dans le cytosol ou bien à l'intérieur du noyau, qui vont former un complexe hormone-récepteur. Et ce complexe va entrer dans le noyau ou bien être créé à l'intérieur du noyau pour se fixer à l'ADN. Il est constitué de combien de régions? C-terminale, centrale, interminale. C-terminale ou C-terminale, par ordre de fonction. C-terminale, elle fixe l'hormone. Centrale, elle se fixe sur l'ADN. Interminale, elle active la transcription. C-terminale, elle fixe l'hormone. C-terminale, elle fixe l'hormone. La région C-terminale fixe l'hormone. La région centrale se fixe sur l'ADN. Et la région interminale active la transcription. Et on peut d'ores et déjà deviner la relation entre ce qu'on vient de dire et ce qu'on a dit tout à l'heure. On avait dit tout à l'heure que les récepteurs intracellulaires étaient impliqués dans la formation de nouvelles protéines. Il va activer la transcription. Il va activer la transcription, donc il va synthétiser, il va faire en sorte qu'il y ait une nouvelle ARN1 qui va sortir dans le cytoplasme pour synthétiser une nouvelle protéine. Vrai ou pas? Très bien, très bien, très bien. Donc, c'est la structure générale, c'est la structure la plus générale des récepteurs intracellulaires. Maintenant, on va voir des récepteurs spécifiques. Au niveau de ces récepteurs nucléaire, la structure elle est commune à tous les récepteurs nucléaires, c'est-à-dire les récepteurs NR3, NR2 et NR1. Les trois possèdent cette structure. Maintenant, on va étudier une de ces structures. On va étudier une seule d'entre elles. Laquelle? C'est les NR3. On va étudier les NR3 parce que c'est les plus importants. Pourquoi on va les étudier? Parce que c'est eux qui sont cités dans votre cours. D'accord? Allez, les récepteurs des hormones stéroïdes comportent en fait 4 domaines. Pas 3. 4 domaines. On va entrer un peu dans les détails. Un domaine AB, un domaine EE, un domaine C et un domaine D. Donc, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. AB, c'est un seul domaine. A, B, C, D, E, il y a combien de lettres? 5. Yeah. A, B, c'est un seul domaine. Donc, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Le domaine AB, alors on va le dessiner. Il y a d'autres domaines, comme le domaine F et tout, ce n'est pas important, on ne va pas essayer. On va essayer de dessiner notre récepteur ensemble, et en le dessinant, vous allez vous en souvenir, vous en rappeler. Allez, ce récepteur il est constitué d'un domaine AB du côté interminal. Donc voici le domaine AB. On va dessiner comme ça notre récepteur. D'accord? Ça c'est le domaine AB. Ça c'est le domaine AB. C'est le domaine AB. Le domaine AB est situé du côté N terminal. Il est situé du côté N terminal. Le domaine AB, il comporte une région activatrice de la transcription. On avait dit dans la planche précédente que la zone d'activation de la transcription était située au niveau de l'extrémité intérieure. Donc la principale, il y aura d'autres régions activatrices dans d'autres régions, mais la principale fonction activatrice de la transcription, elle s'appelle la région AF1, et cette région AF1, elle est située de ce côté. Donc la région AF1, la région AF1, elle est située sur le domaine AB. Elle est située dans le domaine AB. Et c'est quoi? C'est un site d'activation de la transcription. C'est un site d'activation de la transcription. Très bien. On va le domaine E du côté C-terminal. Le domaine E du côté C-terminal. Le domaine E du côté C-terminal. C'est une chaîne protéique. C'est une chaîne peptidique. Elle a un côté interminal et un côté C-terminal. Très bien. Le domaine E, il comprend un domaine de liaison de l'hormone, le site de dimérisation et le site d'activation de la transcription.
Donc, le domaine E, il possède en fait 3 fonctions. C'est très important, vous devez vous en rappeler. Il possède 3 fonctions, donc 3 régions. Un site qui va activer la démérisation. Démérisation, on va dessiner un petit 2. Donc, ce récepteur carré, il va se démériser. Ce récepteur va se démériser grâce à une région située au niveau de la région 2, du domaine E, interciterminal. Un site de fixation de l'hormone. Un site de fixation de l'hormone. C'est ici que l'hormone viendra se fixer. Et un autre site qui ressemble à AF1, c'est le site AF2. C'est le site AF2 qui est responsable aussi de l'activation de la transcription. Qui est aussi responsable de l'activation de la transcription. Qui est aussi responsable de l'activation de la transcription. Le domaine C, c'est le domaine de la liaison à l'ADN. DNA Binding Domain, DBD. Ça commence à se compliquer. Hein? Et un domaine des petits domaines. Donc le domaine C, il est central. Dans la planche précédente, on avait dit que le site de fixation à l'ADN était situé dans la région centrale. Donc c'est la région de fixation de l'ADN. Laisse-moi un pince qui m'a dit qu'il y a les Algériens. Vous la connaissez? Je connais un enfant d'art. Donc, elle va fixer, qu'est-ce qu'elle va fixer? Elle va fixer l'ADN. DNA Binding Domain. Et la petite région D, c'est plus importante que la D parce que la D, elle n'a pas de fonction précise. La D, elle va aider. D aider, d'accord? D, elle va aider à la démérisation, elle va aider au repliement du récepteur. Très bien, très bien. Attention, ce récepteur des hormones stéroïdiennes, normalement on a terminé. S'il vous plaît, on regarde ici. Ce récepteur, il a 2 caractéristiques qu'il ne faut pas confondre. Il peut se démériser, comme il peut se replier. Démériser, c'est prendre un autre récepteur et se fixer sur lui. Démériser, tout. D'accord? Se replier, il y aura une courbure, il y aura une cassure de la chaîne protéique. Donc ce n'est pas la même chose, se démériser et se replier. Avec le récepteur, il se démérise et il se replie. Il se démérise et il se replie. Il se démérise et il se replie. Il se replie pour changer de conformation, pour voyager. L'essentiel. Maintenant, vous devez... Oh, je l'ai bien dessiné. Voici mon fameux récepteur NR3. Récepteur NR3. Vous devez garder en tête cette structure. Je suis en train de parler des récepteurs NR3. Les récepteurs NR3 comprennent beaucoup de récepteurs, dans tous les récepteurs des hormones stéroïdiennes. Ces récepteurs sont répartis grossièrement en 3 domaines. Un domaine N-terminal, un domaine central et un domaine C-terminal. Le domaine C-terminal est responsable de la fixation de l'hormone. Le domaine central est responsable de la fixation sur l'ADN. Et le domaine N-terminal est responsable de l'activation de la transcription. J'ai pris les récepteurs NR3 et j'ai commencé à les étudier spécifiquement. J'ai dit qu'en fait, ils ne sont pas constitués de 3 domaines seulement, mais de 4 domaines. Le domaine AB, le domaine C, le domaine D et le domaine E. Le domaine AB est le domaine situé à l'extrémité interminale. C'est le domaine situé à l'extrémité interminale. Il comprend une région très spécifique. Elle s'appelle la région AF1. La région AF1, c'est une région activatrice de la transcription. C'est une région activatrice de la transcription. Il existe un autre domaine qui le suit, c'est le domaine C. Il est central et il est responsable de la fixation à l'ADN. Il existe ensuite un domaine D qui va aider le domaine C, qui va aider le domaine E, qui va aider à la démérisation, qui va aider au repliement. On l'appelle petit domaine D. Et enfin, j'ai un domaine E. Qui a 3 fonctions. Quelles sont ces fonctions? Premièrement, c'est la fixation de l'hormone. Deuxièmement, l'activation de la transcription. Et troisièmement, la démérisation. Très bien. Il est responsable de la démérisation. Il est responsable par ordre chronologique. Il est responsable de la fixation de l'hormone, de la démérisation et aussi d'une activation de la transcription par une région qui s'appelle AF2. Fixation de l'hormone, démérisation, activation de la transcription. Fixation de l'hormone, démérisation, activation de la transcription. Fixation de l'hormone, démérisation, activation de la transcription. Très bien, très bien. On continue.
En l'absence d'hormones, les récepteurs stéroïdes et cytoplasmiques, très important, s'il vous plaît. On doit faire la différence maintenant entre les récepteurs NR3 et les récepteurs NR1. Les récepteurs NR3 au repos sont cytoplasmiques. Il doit y avoir fixation de l'hormone, création du complexe hormone récepteur dans le cytoplasme, entrée du complexe. Entrée du complexe. Entrée du complexe. D'accord? Très bien. Quand il s'agit du récepteur NR1, le récepteur NR1 est au repos à l'intérieur du noyau. Donc le récepteur NR1 au repos est dans le noyau et le récepteur NR3 est au repos dans le cytoplasme. Le récepteur NR1 est au repos dans le noyau et le récepteur NR3 est au repos dans le cytoplasme. On continue maintenant, c'était une petite parenthèse, on continue avec le récepteur NR3. Le récepteur NR3 il est situé au repos dans le cytoplasme. Au repos, il est lié à une protéine qui s'appelle, on a cité même une réserve. Allez, on va la citer dans la planche suivante. Donc, en l'absence d'hormones, les récepteurs stéroïdiens sont cytoplasmiques. La présence d'hormones et son interaction déclenchent la translocation. D'accord? Donc, en l'absence d'hormones, le récepteur est cytoplasmique et il est fixé avec une protéine qui s'appelle l'HSP90, la Heat Shock Protein 90. Heat Shock Protein 90. La Heat Shock Protein 90, elle a un poids moléculaire de 90 kg. C'est pour cela qu'on appelle HSP90, où elle modifie sa structure par la variation de température. Les variations de température modifient sa structure et modifient son interaction avec l'hormone. C'est pour cela qu'on appelle heat shock protein. Elle est choquée par la température. Elle est choquée par le réchauffement. C'est pour cela qu'on appelle heat shock protein. Heat shock protein. Donc la heat shock protein change par le changement de température son interaction avec l'hormone. Donc, au repos, l'hormone elle est là, le récepteur il est là, il est cytoplasmique, puis il est fixé à des HSP. Il est fixé à des HSP90. HSP90. Il est fixé à des HSP90. Quand l'hormone vit. C'est quoi le rôle de l'HSP90? Premièrement, elle va protéger l'hormone contre. Le récepteur. Elle va protéger le récepteur contre la dégradation enzymatique. 2. Elle va empêcher les petites quantités d'hormones de se fixer sur le récepteur et l'activer. Elle va empêcher les petites quantités d'hormones d'entrer, de se fixer au récepteur et de l'activer. Par contre, quand il y aura une arrivée d'une grande quantité d'hormones, quand il y aura une entrée massive de l'hormone à l'intérieur de la cellule, il faut savoir que l'augmentation de la concentration intracellulaire de l'hormone, elle va créer ou elle va provoquer le retrait de l'HSP90. L'HSP90 va se déplacer, elle va libérer les sites de fixation de l'hormone et l'hormone va se fixer sur le récepteur. L'hormone va se fixer sur le récepteur. Sur quel site? Sur le site E. Sur le site E. Bravo. Sur le site E. Ça, on a terminé avec l'HSP90. Vous avez compris? Donc, j'ai cru que vous allez arrêter l'enregistrement. Donc, les récepteurs NR3 sont des récepteurs qui sont au repos cytoplasmique, qui ne sont pas liés à l'hormone, qui sont liés à une protéine spéciale qui s'appelle l'HSP90. Et cette HSP90, elle protège le récepteur contre la dégradation enzymatique et elle empêche les petites quantités d'hormones, d'activer ce récepteur, elle maintient le récepteur à l'état inactif. Quand il va arriver d'une grande quantité d'hormones, elle va provoquer le retrait de cette hormone. On va continuer après la pause. Pause, monsieur Aaron. Très bien. On reprend notre cours, on s'était arrêté à l'arrivée de l'hormone. On avait parlé du récepteur ou bien de l'état du récepteur
NR3 en l'absence d'hormones. On avait dit qu'il était situé dans le cytoplasme et qu'il était accolé ou bien fixé à des molécules spécifiques qui s'appellent les HSP90. Maintenant, on va voir ce qui va arriver lorsqu'il y a arrivé de l'hormone. Lorsqu'il y a arrivé de quantité assez importante, d'hormones, cette hormone va provoquer le retrait de l'HSP90. Ces hormones stéroïdiennes, ces oestrogènes, ces progestérones seront responsables du retrait de l'HSP90. Il y aura fixation de l'hormone, démérisation du récepteur, puis changement de conformation. D'accord? La région C se courbe par l'aide du domaine D. C'est pour cela que je vous avais dit tout à l'heure qu'il fallait faire la différence entre une démérisation et une courbure et une courbure. Il y a démérisation, puis il y a courbure. Les deux actions sont complètement différentes et indépendantes. Il y a présence d'hormone, il y a retrait de l'HSP90, il y a fixation de l'hormone, puis démérisation, puis courbure. Cette courbure du récepteur va favoriser sa translocation. Il va être transloqué du cytoplasme vers l'intérieur du noyau. La translocation implique aussi le domaine D. Le domaine D va interagir avec des protéines cytoplasmiques qui s'appellent les cariophérines. Donc j'ai ici un récepteur qui est collé à l'hormone. Le complexe hormone-récepteur via sa région D, via son domaine D, va se fixer à une région spécifique où il y a des protéines spécifiques. Ces protéines spécifiques s'appellent les cariophérines. Ces cariophérines sont responsables de l'interaction avec les pores nucléaires et ils sont responsables de l'entrée du complexe hormone récepteur à l'intérieur du noyau. Très bien, on enregistre toujours. Donc, nous avions dit qu'il y avait présence de l'hormone, entrée de l'hormone à l'intérieur de la cellule, retrait de l'HSP90, fixation de l'hormone sur son récepteur, démérisation, courbure, grâce au domaine D, interaction du domaine D avec les cariophérines, puis entrée à l'intérieur du noyau. Au niveau du noyau, il va se fixer à l'ADN. Par quelle région? La région de fixation de l'ADN, c'est la région C, c'est la région C, bravo, c'est la région centrale qui est responsable de la fixation sur l'ADN pour qu'il y ait activation et inhibition de la transcription par les domaines AF1 et AF2. Très bien, excellent. La région D, elle permet le repliement du récepteur. C'est la région D qui est responsable du repliement, d'accord? La translocation vers le noyau, comme je viens de vous dire. La région E, c'est le lieu de la démérisation. Grâce au domaine D. Donc, le domaine E, c'est le site où se réalise la démérisation. La démérisation se réalise au niveau du domaine E par l'aide du domaine D. La démérisation est réalisée au niveau du domaine E, d'accord, grâce au domaine D. Vous voyez que le domaine D aide au repliement, il aide à la démérisation, il aide à la translocation. Donc, il va aider les autres régions à réaliser leurs fonctions. Très bien. Ce phénomène dépend de la reconnaissance de séquences spécifiques qui s'appellent NLS, Nuclear Localization Sequence, présentes dans le domaine D par des protéines qui s'appellent les cariophérines. Donc le domaine D, comme je viens de le dire, le domaine D va reconnaître des cariophérines cytoplasmiques et l'interaction NLS du domaine D avec les cariophérines va permettre l'orientation du complexe hormone récepteur vers le noyau. L'interaction cariophérine NLS permet l'entrée du récepteur activé dans le noyau. Il va traverser les pores nucléaires. Très bien. On avance. Le domaine C qui interagit avec l'ADN, d'où ce nom de DND, DNA Binding Domain. Allez, vous pouvez passer. Très bien. Possède une structure caractéristique. La structure caractéristique, on doit l'aborder. Très bien. Donc, le domaine C, c'est le domaine de fixation. Le domaine D, c'est le domaine de fixation à l'ADN. Et ce domaine, il a deux spécificités. Et les deux spécificités sont bien sûr reliées l'une à l'autre. La première est la présence de 9 résidus cystéines. La présence de 9 résidus cystéines au niveau du domaine C. Et il y a aussi deux motifs que j'appelle les motifs en doigt de zinc, ou bien les zinc fingers.
S'il vous plaît, on se concentre. S'il vous plaît, on se concentre. On est en train de parler du récepteur 1R3. On est en train de parler du récepteur 1R3. Ce récepteur 1R3 est un récepteur cytoplasmique. C'est un récepteur cytoplasmique qui sera activé par la présence de l'hormone. Donc c'est la présence de l'hormone qui est responsable de la dimérisation, de la courbure et de l'orientation vers le noyau. Vers le noyau. Très bien, très bien, très bien. Le domaine C, qui est le domaine de fixation à l'ADN, il a une structure particulière. Si je prends ce domaine, ça c'est une chaîne protéique. Ça c'est une chaîne peptidique. Cette chaîne peptidique, elle est constituée par un ensemble d'acides aminés. La chaîne peptidique entrant dans la constitution du domaine C possède 9 résidus cystéine. 9 résidus cystéine. Cystéine. Ils ont une répartition, une certaine répartition, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il y en a 9. Dans le domaine C. La présence de ces résidus cystéine ou bien de ces sites de cystéine, de ces acides aminés de type cystéine, va permettre l'interaction de ces cystéines avec du zinc. Donc il y aura des molécules de cystéine qui vont se lier à du zinc. J'aurai une molécule centrale de zinc, et cette molécule de zinc, elle va me lier des acides aminés contenus dans une seule chaîne. Donc j'aurai ici une cystéine, un autre acide aminé, une cystéine, j'aurai des cystéines qui vont se fixer sur le zinc et la structure de ma chaîne peptidique restera la même. Donc j'aurai une chaîne peptidique, j'aurai une seule chaîne peptidique et cette chaîne peptidique, elle va se courber. Pourquoi elle va se courber? Elle va se courber parce qu'une partie de ces acides aminés vont se fixer au zinc. J'avais une chaîne qui était comme ça, elle commence à couler, il va me faire... J'avais une chaîne qui était comme ça, linéaire, d'accord, et qui va donc, dans une partie de constituant, va se fixer sur du zinc. Donc ils vont l'entourer, et la chaîne reprend sa structure normale. Donc j'aurai une formation courbée. Cette courbure, je l'appelle le doigt de zinc. Le zinc finger. Pourquoi je l'appelle doigt de zinc? Parce qu'il a été constitué par la présence du zinc. Très bien, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler du domaine C. Le domaine C est le domaine du NR3 qui est responsable de la fixation de l'ADN. C'est pour cela que je l'ai appelé DBD, DNA Binding Domain. Ce DNA Binding Domain, il possède 2 caractéristiques structurales. La deuxième dépend de la première. C'est quoi la première? C'est la présence de 9 résidus cystéine. C'est quoi la deuxième? C'est la formation de 2 doigts de zinc. De 2 doigts de zinc. Et ces doigts de zinc, ils sont formés à cause ou grâce à la présence des résidus cystéine. Un motif en doigt de zinc, c'est quoi? On est en train de le définir maintenant. Un motif en doigt de zinc, c'est un ion de zinc lié à 4 résidus cystéine. C'est un ion de zinc collé à 4 résidus cystéine. 4 cystéine plus zinc me forment le zinc finger. 4 résidus cystéine plus une molécule de zinc, ou un ion de zinc, ils vont me former un doigt de zinc ou un zinc finger. Très bien. Le zinc finger est une caractéristique structurelle des facteurs de transcription. Ces zinc fingers, je ne les retrouve pas seulement dans les NR3, je ne les retrouve pas seulement dans les récepteurs d'hormones, je les retrouve dans les facteurs de transcription. Je les retrouve aussi dans les facteurs de transcription. C'est un facteur, c'est une caractéristique structurelle qui est commune aux facteurs de transcription. Et ici, mon complexe hormone-récepteur va agir en tant que facteur de transcription puisqu'il va se fixer à l'ADN, et en se fixant à l'ADN, il va stimuler ou inhiber la transcription des gènes. Chaque motif va se lier à une région spécifique de l'ADN appelée Hormone Response Element.
hormone response element. Je reprends, on est en train de parler des récepteurs NR3. Les récepteurs NR3 comprennent tous les récepteurs des hormones stéroïdiennes. Ces récepteurs sont constitués de 4 domaines. Le domaine AB, le domaine C, le domaine D, le domaine E. Le domaine E est responsable de la dimérisation, de la fixation de l'hormone, de l'activation de la transcription. Le domaine AB était responsable de la transcription, de l'activation de la transcription par sa région AF. D'accord? Le domaine C, le domaine D va aider les différents domaines et le domaine C est responsable de la fixation de l'ADN. Ce domaine qui est responsable de la fixation de l'ADN, il comprend une structure particulière. C'est quoi cette structure particulière? C'est la présence de 9 résidus cystéine. Dans ces 9 résidus cystéine, il y aura 4 résidus qui se lieront à une molécule de zinc et 4 autres qui vont se lier à une molécule de zinc, ce qui va me permettre la formation de 2 doigts de zinc. 2 doigts de zinc. J'aurai 2 doigts de zinc et ces 2 doigts de zinc vont se fixer à des régions particulières de l'ADN que j'appelle les HRE, les hormone response element. C'est des éléments de l'ADN qui vont répondre à l'hormone. C'est pour cela que je les appelle HRE. Ce sont des régions de l'ADN, qui vont répondre à la réponse hormonale. Parce que l'hormone va se fixer sur son récepteur et la fixation de l'hormone sur son récepteur est responsable de la liaison de ce récepteur par son domaine C sur l'ADN, sur des régions spécifiques qui s'appellent HRE. Est-ce que c'est clair? On avance. Très bien, il faut faire plus vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Chaque région HRE est appelée séquence consensus. S'il vous plaît, c'est aussi très important. Les séquences consensus sont des séquences qui se répètent, sont des séquences que je peux reconnaître. Quand je regarde, quand j'étudie l'ADN, quand j'étudie un peptide, quand j'étudie l'enchaînement des acides aminés dans une protéine ou bien des bases azotées dans une molécule d'acide nucléique et que je retrouve une certaine combinaison, je peux la reconnaître et dire que c'est une séquence consensus qui est responsable d'une fonction particulière. Par exemple, je peux retrouver 9 acides aminés méthionine. Quand je retrouve 9 acides aminés méthionine, je sais que ces 9 acides aminés méthionine, ils sont responsables d'une fonction dans toutes les protéines. De la même fonction dans toutes les protéines où elles se retrouvent. Donc c'est une séquence consensus. C'est une séquence consensuelle entre toutes les protéines où toutes les protéines utilisent le même enchaînement d'acides aminés pour la même fonction. C'est pour cela qu'on les appelle les séquences consensus. Je peux avoir des séquences consensus dans l'ADN, dans les protéines, d'accord? Dans l'ADN, ce sera un enchaînement d'acides de base azotée. Très bien. Donc ces HRE, ce sont des régions consensus. Dans toutes les molécules d'ADN, dans toutes les régions, dans tous les gènes, je vais retrouver des séquences consensus. Les HRE des ADN, les régions de l'ADN, les régions des gènes qui sont responsables de la fixation des zinc fingers, du domaine C, des récepteurs nucléaires, ce sont des séquences consensus. La séquence consensus, elle varie d'un récepteur à l'autre. Nous allons étudier 2 types de séquences consensus. Nous allons étudier les séquences consensus des NR3 et les séquences consensus des NR1. Nous allons étudier les séquences consensus des NR3 et les séquences consensus des NR1. Nous sommes en train d'étudier les NR3. Donc la séquence consensus des NR3 est un palindrome. Palindrome. C'est quoi un palindrome? C'est un mot dont la succession des lettres permet la lecture dans les deux sens. D'accord? Donc, kayak. Très bien, en français. Restons dans la même langue. Oui, très bien. Donc, comme kayak. Donc, c'est un mot que je peux lire dans les deux sens. Et ce sera aussi la séquence consensus des régions HRE qui sont responsables de la fixation du domaine C du récepteur NR3. NR3, c'est un palindrome. Et que c'est écrit mail. Si. Appelée séquence consensus possède une structure caractéristique. Elle est formée de 3 à 6 paires de bases. L'interaction NR-HRE permet la transcription de gènes spécifiques. On va passer à la planche suivante. Voici avant, les zinc finger. Voici mes molécules. Ça, c'est cystéine, 4 cystéines liées à une zinc. Ça, c'est le premier motif, c'est le premier zinc finger. Et ça, c'est le deuxième zinc finger. Très bien. Donc, on va passer à nos domaines HRE. Voici la planche. Les séquences consensus des hormones stéroïdiennes, des récepteurs NR3, sont des palindromes. Ce sont des palindromes. Bonjour. Ce sont des palindromes. Et un palindrome, on a dit que c'est la répétition. C'est un mot qui est lisible dans les deux sens. Les deux séquences palindromiques sont séparées par des bases différentes.
s'il vous plaît, comment elle aura lieu cette structure? C'est quoi ce palindrome? Ce sera en fait cet aspect. J'aurai des bases palindromiques séparées par d'autres bases. J'aurai des bases palindromiques séparées par d'autres bases. Très bien. Regardez ce qui va se passer. J'ai une paire de bases comme ça, A, d'accord, A, C, G, d'accord, A, C, G, C, allez, d'accord. Donc on va terminer notre chaîne, donc ça sera T, G, C, G, d'accord. Ça c'est des paires de bases, d'accord. Ils sont séparés par d'autres paires de bases différentes, par exemple A, T, G. Ici ce sera T, A, C, et ensuite la suite sera un palindrome, c'est-à-dire que j'aurai C, G, J, C, A, C, G, G, C, A, d'accord. Et donc je vais terminer par G, C, G, T. Et c'est ça la séquence consensus, c'est comme cela qu'est faite la séquence consensus de ces HRP qui se fixent en NR3. C'est des séquences palindromiques, séparées par trois paires de bases différentes. C'est quoi ce palindrome? C'est ACGG, ACGGC, et je peux le lire ici dans le sens contraire. Ce sera CGGCA. C'est des palindromes. Ils sont symétriques l'un à l'autre. Donc c'est des paires de bases séparées par des séquences qui ne sont pas impliquées dans le palindrome. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien, très bien. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas bien dessiné le palindrome, d'accord. Il fallait suivre le type de lettres. S'il vous plaît, on le redessine avec plus de détails. Donc, j'ai les 6 paires de bases, j'en ai pas dessiné 6. Donc, je vais avoir 6 s'il vous plaît. A, C, G, A, C. Il faudra les terminer ici par mon palindrome. D'accord. Ce sera C, A, et ici, je vais décider un autre, par exemple T, A, T, et ici, ça sera T, G, T, et ici, ce sera A, T, A. Très bien. Haka, c'est mieux, ce sera plus explicite. Parce que le palindrome, il n'est pas constitué entre cette pièce et cette pièce. Il est constitué à l'intérieur de la même pièce. J'avais combien de régions? J'avais 2 régions HRE. Ça, très bien. Donc j'ai 2 régions HRE. On le dessine comme il est. À la réalité, c'est mieux. Très bien. Donc j'ai 2 régions palindromiques qui vont se lier à 2 doigts de zinc. 2 régions palindromiques qui vont se lier à 2 doigts de zinc. Les doigts de zinc qui vont venir se fixer là. Vous êtes d'accord? Donc ce sont 2 régions palindromiques. Et les régions palindromiques, ils sont séparées par 3 acides aminés, par 3 paires de bases différentes. Et chaque 6 paires de bases, elle représente elle-même un palindrome. Et c'est quoi un palindrome? C'est un mot qui peut se lire dans les 2 sens. Donc le mot, si je le lis dans ce sens, ce sera A, C, A. Si je le lis de ce sens, ce sera A, C, A. Donc je peux le lire de ce sens ou de ce sens, et j'aurai 2 palindromes. Un premier palindrome et un deuxième palindrome. Les 2 palindromes sont constitués chacun de 6 paires de bases. Les 2 palindromes, parce que j'avais mal lu, les 2 palindromes sont constitués chacun de 6 paires de bases et ils sont séparés par 3 paires de bases différentes. Et c'est ça la séquence consensus de l'ADN qui est responsable de la fixation de la région C, qui est composée de 2 zinc finger. Est-ce que c'est clair? Je suis en train de parler de la région d'ADN qui est responsable de la fixation des régions C, des domaines zinc finger. Cette région, elle est constituée de 2 palindromes. Les 2 palindromes sont séparés par 3 paires de bases différentes. D'accord?
Et chacune d'elles, chaque région consensus, chaque palindrome, c'est un palindrome de 6 paires de bases. De 6 paires de bases. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? Très bien, on avance. Les séquences consensus du récepteur maintenant, du récepteur NR1, sont des séquences répétées. Là, ce sera des répétitions. Par exemple, TGJ. C'est une répétition, pas un palindrome. C'est une répétition, pas un palindrome. C'est pareil, cette fois par 4 paires de bases différentes. Ce n'est pas la peine de redessiner, d'accord? Donc, dans le NR3, c'est des palindromes séparés par 3 bases différentes. Dans le NR1, ce sera des répétitions séparées par 4 paires de bases différentes. Donc, palindrome pour NR3 et répétition pour NR1. Très bien. Les NR1 sont situés dans le noyau, même en absence de l'endroit. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Les NR1, la principale différence entre les récepteurs intracellulaires de type NR1 et de type NR3, c'est que les NR3 au repos, ils étaient cytoplasmiques fixés à l'HSP90, alors que les NR1 sont au repos situés dans le noyau. Quel est le mécanisme d'action des NR1? Pour les NR3, on l'a bien précisé. On avait dit que les NR3 allaient se fixer pour stimuler la transcription. Les NR1, ils vont changer la conformation de la chromatine. Lorsque l'hormone entre dans la cellule, puis entre dans le noyau, elle va provoquer une acétylation des histones. Et l'acétylation des histones provoque leur décompactage. Et le décompactage de la chromatine est responsable de l'exposition des sites de fixation de l'ARN polymérase 2. Et il est responsable de l'exposition de sites de fixation de l'ARN polymérase 2, il peut y avoir cette fameuse transcription. Donc, une désacétylation des histones entraîne le compactage. La désacétylation est responsable du compactage. D'accord? La transcription ne peut pas se faire lorsque la chromatine est compactée. S'il vous plaît, je vais lire le contenu de cette feuille. Lorsqu'elle est compactée, est-ce que je peux la lire? Non, je dois l'ouvrir pour pouvoir la lire. Je dois la décompacter. Et donc, le décompactage, supposons que je suis ici devant une chromatine. Voici mon noyau, voici ma cellule. Et à l'intérieur de ma cellule, voici mon noyau, et voici à l'état de repos de la chromatine qui est compactée, totalement compactée. Est-ce que l'ARN polymérase pourra s'y fixer? Il ne pourra pas retrouver ses sites de fixation et il ne pourra pas réaliser sa fameuse transcription. Lorsque je vais acétyler les histones, qui sont les protéines qui sont en relation chez les eucaryotes avec la chromatine, il y aura un décompactage. De cette chromatine, ce qui permet la fixation de l'ARN polymérase pour qu'il commence à réaliser sa transcription. Donc l'action des NR1, c'est l'acétylation des histones responsable du décompactage de la chromatine. Ce qui permet la transcription. Donc elle active indirectement la transcription. Elle ne va pas donner des facteurs stimulant la transcription, elle va juste exposer l'ADN à l'action de l'ARN polymérase, 2. Est-ce que c'est clair? Donc NR1, NR3, si on veut les comparer, le NR3 est cytoplasmique au repos lié à l'HSP90. Quand l'hormone vient, elle s'y fixe, il va entrer à l'intérieur du noyau, se fixer et stimuler les transcriptions ou bien les inhiber. Le NR1, il est au repos à l'intérieur du noyau, d'accord? Et il ne peut pas provoquer d'acétylation. Donc la chromatine, l'histone des chromatines est désacétylée, et puisqu'elle est désacétylée, elle est compactée. Quand il y aura entrée de l'hormone à l'intérieur du cytoplasme, puis à l'intérieur du nucléoplasme, elle va se fixer sur son récepteur NR1, et le complexe hormone-récepteur NR1 va provoquer l'acétylation des histones, et l'acétylation des histones est responsable de leur décompactage, et le décompactage de la chromatine est responsable, va permettre la fixation de l'ARN polymérase, et la fixation de l'ARN polymérase permet la lecture de l'ADN pour qu'il y ait transcription. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien, on avance.
Les hormones hydrophiles, on a terminé avec les récepteurs nucléaires. On va voir les récepteurs hydrophiles. On peut arrêter l'enregistrement ici.